Bonjour tout le monde. Alors, très contente aujourd'hui d'accueillir Niki Bodina qui va faire le séminaire ce midi. Alors, Niki est une denrée rare, je dirais. Elle est médecin de famille, chercheur, elle travaille en toxicomanie. Elle est, pardon, dans le service ambulatoire de soutien médical et psychosocial des dépendances du Centre de toxicomanie et de santé mentale qu'on connaît bien sous le nom de CAMH, et directrice de la division de la santé mentale et des dépendances au département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto. Alors, vous comprendrez que nous autres, on était très contents de l'avoir découverte. Et je la laisse, sans plus tarder, vous présenter son titre et sa présentation. On va garder les questions à la fin. Et voilà. OK. Tu vas faire ça en français, je crois. Oui, c'est ma première conférence en français. Merci bien d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je présente Essais et défis, la prise en charge des troubles liés à l'usage d'opioïdes dans le cadre de la crise des surdoses. Et avant de commencer, j'aimerais souligner avec respect et gratitude que l'Université de Montréal se trouve sur un territoire autochtone non cédé par traité, la nation Mohawk, est reconnue comme les gardiennes et gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et de plus, je souhaite mettre en lumière les graves injustices causées par la colonisation, injustices qui continuent de se manifester dans notre système de santé. Donc, voici l'ordre du jour. On va commencer avec un aperçu du programme de recherche. Ensuite, j'ai juste enlevé ça. Si vous savez comment. Ensuite, on va discuter des projets actuels et passés. Et après, un échange de connaissances et impact, orientation future, et on va avoir du temps pour des questions et des réponses. Donc, on commence ici. Donc, mon programme a deux grands objectifs. Le premier est de comprendre les facteurs limitant l'adoption, la pénétration et l'effectivité de la traitement par agoniste opioïde, la TAO. Et deuxièmement, répondre aux questions cliniques sur la prise en charge du trouble lié à l'usage d'opioïdes et d'autres substances. Et j'utilise plusieurs méthodes. C'est une approche axée sur l'action, des méthodes qualitatives et quantitatives, et surtout en partenariat avec les personnes ayant une expérience vécue, des scientifiques, des décideurs, des cliniciens et des stagiaires. Et pour moi, l'échange de connaissances est très important. Alors, je fais surtout de la recherche qui a de l'impact, j'espère. OK. Alors, voici moi dans la clinique et ma recherche est à l'intersection des déterminants socioculturels et structurels de la santé, la politique sur les drogues et à la pratique clinique éclairée par des données probantes. Et j'espère, à travers cette recherche, améliorer les résultats de santé pour les personnes qui consomment des drogues. Donc, je vous parle aujourd'hui de quelques de mes projets. C'était difficile de décider à quoi présenter, mais j'espère que ça va être intéressant pour vous. Donc, je commence avec mes projets qui sont sur les facteurs limitant l'adoption, la pénétration et l'efficacité de la TAO. J'ai un groupe de projets qui essaie de comprendre les facteurs facilitants et les obstacles à l'induction de la buprenorphine aux urgences. Comme vous savez, probablement l'initiation de la buprenorphine aux urgences comparée à l'intervention brève et l'orientation vers le traitement est associée à une meilleure rétention et une réduction de l'utilisation d'opioïdes. Ça a été publié, un effet très important a été publié en 2015 par Donofrio à Yale. Et au cours des dernières 10 années, les départements d'urgence à travers l'Amérique du Nord ont mis en place des parcours d'initiation de la buprenorphine d'urgence. Mais malgré ces grands efforts, les données provenant de plusieurs juridictions indiquent que seulement 3 à 15% des personnes traitées aux urgences pour une surdose liée aux opioïdes remplissent une prescription de la TAO à leur sortie. Alors,
il y a des problèmes. Comment ça se fait qu'il y a 10 ans de recherche dans ce domaine? On sait qu'on a des médicaments très efficaces, mais là, seulement 3 à 15% des personnes remplissent une prescription. Donc, j'ai 3 projets dans ce domaine. Le premier est une revue de portée des obstacles et des facteurs facilitant l'induction de la buprenorphine aux urgences. Le deuxième projet est une analyse du discours critique des matériaux de formation utilisés pour enseigner aux cliniciens l'induction de la buprenorphine aux urgences. Et le troisième comprend des entretiens qualitatifs et des observations ethnographiques dans 2 départements d'urgence. Donc, le premier projet a été publié, les 2 autres sont en cours. Donc, je vous parle aujourd'hui du premier projet, mais si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Donc, ça a été publié dans Lancet Regional Health Americas le mois dernier. Facilitators and barriers to buprenorphine initiation in the emergency department, a scoping review. Donc, on avait 2 objectifs là, c'était de cartographier ce que l'on sait des obstacles et des facteurs facilitant l'induction de la buprenorphine aux urgences, mais aussi d'identifier et d'examiner de manière critique les lacunes dans cette littérature. On a suivi le framework PRISMA pour cette revue de portée et notre protocole a été publié dans BMJ Open. Donc, on a utilisé une analyse descriptive et bibliométrique, des études incluses. On a codé les résultats thématiquement dans in vivo en utilisant une approche hybride inductive déductive inspirée de la théorie critique et féministe. Et nous avons également codé les obstacles et les facteurs facilitants en utilisant the Consolidated Framework for Implementation Research. Donc, on a inclus 371 articles, donc c'est une très grande littérature au cours des 10 dernières années. Et cette analyse représente tous les auteurs inclus qui avaient au moins 3 publications. Et là, on voit des collaborations qui ont été faites entre les auteurs, dont la taille de la bulle démontre le nombre de publications et les liens entre les auteurs représentent des publications des collaborations. Donc, au milieu, en vert, on voit Donofrio, c'est elle qui a publié la grande essai clinique en 2015. Et le rouge et le jaune là, ce sont des personnes autour de Yale. En violet, on a le groupe en Californie. En bleu, en bas, on a le groupe à Harvard. Donc, on voit comme assez de collaborations autour de Yale. Et ici, à côté, ce sont les chercheurs au Canada. On voit le groupe en Alberta et Colombie-Britannique et en bas des groupes en Ontario. Mais on voit qu'il n'y a pas de collaboration là entre les États-Unis et le Canada, malgré le fait que ces 2 pays sont plus affectés par les surdoses. Je ne peux pas décrire tout ce qu'on a trouvé dans la revue de portée, mais là, je souligne quelques résultats importants. Donc, dans le Consolidated Framework for Implementation Research, il y a un domaine cadre intérieur et culture. Et là, on a décrit des obstacles que la buprenorphine et la TAO étaient hors de champ de pratique ou pas le bon contexte pour les fournisseurs de soins qui travaillent là. Donc, je lis peut-être ici, bien qu'ils s'occupent fréquemment de patients souffrant de dépendance, de nombreux prestataires des urgences ont adopté une attitude de type « ce n'est pas mon travail ». Ils ont décrit que le trouble lié à l'utilisation des opioïdes comme une condition chronique, comme l'hypertension et la diabète, relevant davantage des soins primaires que des services de soins aigus. Et un peu la même chose ici, le sevrage à l'héroïne, aux opioïdes n'est pas une menace pour la vie. Donc, si on a cette attitude, on comprend pourquoi on ne commence pas ce médicament dans la salle d'urgence. Et par contre, un facteur facilitant, c'était une culture de normalisation des soins pour les troubles liés à l'utilisation des opioïdes aux urgences. Donc ici, on dit, si vous voulez être un prestataire réputé des urgences, cela fait maintenant partie de vos compétences, que cela vous plaise ou non, tout comme la COVID-19.
est-ce que quelqu'un s'est engagé pour la COVID-19, une pandémie mondiale? Non. C'est maintenant dans votre domaine de compétences. Vous êtes votre expert local en COVID-19. Je dirais la même chose pour la dépendance. Donc, on a vu que s'il y avait un changement en attitude, s'il y avait une normalisation à travers des protocoles de prescription, des parcours d'induction, des lignes directrices, une approbation par des sociétés médicales, c'était un facteur facilitant. Même chose, des équipes multidisciplinaires de consultation en toxicomanie. Et je crois que, j'espère que vous avez vu ça aussi dans votre hôpital. Et aussi, des unités d'observation ont créé comme des espaces pour normaliser le traitement des personnes qui souffrent avec des troubles liés aux opioïdes. Donc, ça, c'est le parcours d'induction à la buprenorphine. Donc, avant d'arriver à l'urgence, on a une surdosage et ensuite, on a une présentation aux urgences, une évaluation, idéalement un traitement avec l'initiation de la TAO et ensuite la sortie et l'orientation vers un traitement. Et finalement, la présence à une clinique externe. Donc, ça, c'est le parcours idéal pour nos patients. Et dans la littérature, on a trouvé de nombreuses innovations ainsi que des obstacles à tous ces étapes. Mais la littérature a été surtout focused sur cet aspect, l'orientation vers le traitement et la présence, la transition vers la clinique externe. Donc, ici c'est comme focus sur cette transition. Donc, on a vu en vert, on a les facteurs facilitants et en rouge, on a des obstacles. Donc, on voit qu'il y a des facteurs liés à la prescription. Donc, si on donne une prescription plus longue, si on donne la buprenorphine à emporter de l'urgence et si on utilise la buprenorphine à libération prolongée, on donne à le client plus de temps pour arriver à la clinique externe parce que ces clients sont compliqués. Ce n'est pas facile de se rendre à la clinique externe, comme vous savez. On voyait aussi des facteurs à l'orientation vers un traitement ambulatoire, donc le processus de référence simplifié, et que la clinique de médecine de la toxicomanie soit avec la continuité d'emplacement pour que les clients ne doivent pas se déplacer et avait aussi la continuité du fournisseur de soins pour établir trust. Et là aussi, la coordination de soins était très importante donc, parce que la littérature était basée aux États-Unis, beaucoup de facteurs liés à l'assurance médicale, mais aussi si on avait des navigateurs de soins et si on facilitait le transport, ça a aidé avec cette transition. En rouge, on voit les obstacles. Donc, il y avait des grands obstacles avec la transition en douceur, donc les difficultés à joindre des fournisseurs de soins externes, les difficultés de communiquer dehors les heures du bureau des fournisseurs de soins et un manque de coordination. On voit aussi des obstacles liés aux cliniques externes comme les heures d'ouverture, l'emplacement des cliniques, des longues périodes d'attente, les absences, la continuité des fournisseurs de soins. Et ici, les facteurs facilitants étaient un système de santé intégré, accès rapide et des soins sans barrière comme des rendez-vous, appointments sans rendez-vous, sans besoin de référence et des services axés sur la réduction des méfaits. Si on venait des partenariats avec les organismes communautaires et les pharmacies, c'était un facteur facilitant et aussi l'option du suivi par télémédecine. Et on voyait aussi ici des exemples intéressants d'innovation pour les personnes qui sont perdues au suivi, comme gestion des cas, téléphone callback pour les personnes qui sont perdues. Finalement, je voulais décrire un autre résultat très intéressant qui
qui porte sur les outils liés à l'addiction dans le contexte d'un approvisionnement en drogue de plus en plus toxique. Et les facteurs facilitants là étaient des stratégies d'induction novatrices ou flexibles, donc l'induction à domicile, macrodosing, microdosing, l'induction de buprenorphine à libération prolongée pour injection aux urgences, la gestion concomitante du sevrage des benzodiazépines et les lignes directrices pour l'initiation de la buprenorphine chez les patients enceintes, les jeunes et immédiatement après l'inversion de la naloxone. Donc, je suis intéressée si vous pratiquez ces pratiques novatrices ici. Bon, alors, qu'est-ce qui manquait dans la littérature? Il y avait un accent limité sur les obstacles du point de vue de l'utilisateur du service. Il y avait une littérature limitée sur les jeunes. Et on va publier une autre revue de portée spécifiquement sur les jeunes. On avait une conceptualisation de la stigmatisation au niveau de l'individu plutôt qu'une préoccupation structurelle. Et les caractéristiques pertinentes des participants, y compris le race, le sexe, le statut de logement, le revenu, les troubles concomitants et la ruralité, n'ont pas bien été reportées. Et généralement, toute la littérature était concentrée sur la buprenorphine à l'exclusion d'autres modalités de traitement. Donc, les conclusions et implications, c'était une très grande littérature et une littérature en expansion qui décrivait les obstacles et les facilitateurs de l'initiation. Mais c'était pratiquement aux États-Unis. Il n'y avait pas d'évidence de collaboration avec les Canadiens. Notre cartographie suggère un fort facilitateur et la normalisation structurelle des soins pour les troubles liés à l'usage d'opioïdes grâce à des protocoles, des parcours cliniques, des équipes de consultation et des unités d'observation. Un accent est mis sur la transition de soins aigus vers les soins externes, des occasions manquées pour entendre des personnes ayant une expérience vécue, des opportunités manquées pour comprendre la complexité croisée des clients, et un focus sur une seule molécule représente une opportunité manquée d'offrir le choix aux patients. Et on espère que cette synthèse peut aider les organisations qui n'ont pas encore mis sur place un parcours d'initiation, ainsi qu'elles qui cherchent à affiner cette intervention. Et on a déjà eu plusieurs rendez-vous avec notre ministère de la Santé en Ontario pour essayer de transférer ces connaissances. Donc, je voulais maintenant souligner comme quelques recherches en passé qui ont des thèmes similaires pour que vous puissiez voir un peu à quoi je m'intéresse et les questions que je me pose souvent. Donc, c'était une étude que j'ai faite en Colombie-Britannique, utilization of opiate agonist therapy among incarcerated persons with opiate use disorder in Vancouver, Canada. Et l'objectif était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à l'utilisation de la TAO dans les établissements correctionnels. Et on a utilisé des données de 3 cohortes de personnes qui utilisent des drogues. Et on a utilisé GEE et on a stratifié selon le statut actuel de la TAO. Donc, pour commencer, l'accès à la TAO durant l'incarcération était très faible. La plupart des personnes n'avaient pas accès à la TAO. Et parmi ceux qui avaient accès à la TAO, la majorité étaient des continuations de la TAO et non pas des initiations. Donc, on voit une opportunité manquée pour commencer ces médicaments. Et voilà les résultats. Donc, c'est stratifié par le statut du TAO au temps de l'entrevue. Et on voit que parmi ceux qui étaient sur la TAO lors de l'incarcération et qui sont couramment sur la TAO, qu'il y a une relation négative avec l'utilisation des opioïdes et la surdose. Mais que cette association n'est pas là si on n'est pas couramment sur la TAO. Donc, ça suggère que certainement la TAO est très important lorsqu'on est incarcéré, mais si on ne continue pas la TAO lors du sortie, ces bénéfices peuvent se perdre.
Donc, on a conclu que les résultats soulignent l'urgence d'améliorer l'utilisation de la TAO dans les établissements correctionnels et de mettre en place des liens vers les soins communautaires afin de prévenir les risques tels que les surdoses. Ici, juste quelques articles qui décrivent des services qui ont été établis après cette recherche. L'établissement des équipes de coordination qui aident les personnes atteintes de troubles avec les opioïdes à transitionner vers les soins externes lors du sortie des établissements correctionnels. Ça, c'est notre étude qu'on a fait l'année passée avec des diplômés en médecine de famille qui ont étudié à l'Université de Toronto. On a fait des entrevues qualitatives et une analyse thématique. I really didn't see a lot of this in my training, family medicine residents and recent graduates' experience of training and readiness to deliver treatment for opioid use disorder. Alors, vous savez ce que je vais dire ici. Donc, on a vu un thème de marginalisation structurelle du trouble lié à l'usage d'opioïdes dans le programme de médecine familiale. Et on a vu que seuls 3 des 15 sites de médecins de famille ont des rotations en toxicomanie. Ici, un participant a dit « Je pense que la plupart des médecins de famille devraient se sentir à l'aise au minimum pour discuter avec leurs patients de la buprenorphine, sinon pour en inciter le traitement. Cependant, je ne me sentais vraiment pas à l'aise de le faire avec seulement le programme de base que j'ai reçu pendant ma résidence, ce qui est un peu un désavantage car il s'agit d'un médicament très essentiel. » Et la même chose ici, un autre thème était l'invisibilité des patients atteints du trouble lié à l'usage d'opioïdes. Donc, on avait des participants qui disaient « Moi, je ne vois pas des personnes qui sont touchées par les troubles liés à l'usage d'opioïdes. » De nombreux participants considéraient que l'alcool et la nicotine relevaient du champ de la médecine familiale. Cependant, d'autres substances comme les stimulants ou les opioïdes étaient souvent perçues comme étant dehors du champ. Donc, le même thème que les personnes pensent que c'est comme hors du champ pour eux. Je pense que cela dépend de la substance dont on parle. Pour ce qui est de la nicotine et de l'alcool, je suis très bien formée et cela fait partie des problématiques courantes. Mais si on parle de quelque chose d'un peu plus hardcore, alors malheureusement, je ne pense pas avoir eu suffisamment d'exposition. Alors, à travers ces études, on voit que les moments de transition sont très importants dans la continuation de la TAO et de nombreux facteurs peuvent faciliter ces transitions pour soutenir la continuité du traitement. On voit qu'une culture de hors de champ parmi les prestataires est un obstacle à l'adoption de la TAO et par contre la normalisation structurelle du traitement des troubles liés à l'usage d'opioïdes à travers le curriculum, les protocoles, les parcours, les services consultatifs en toxicomanie soutient l'adoption de la TAO. Donc, je vais maintenant décrire le deuxième axe de mon programme de recherche, c'est de répondre aux questions cliniques sur la prise en charge du trouble lié à l'usage d'opioïdes. Pour ces études, j'utilise les bases de données administratives de santé liées à ICS. Il comprend les visites à l'hôpital, les visites chez les médecins ambulatoires, donc l'équivalent du RAMQ, toutes les prescriptions ambulatoires de substances contrôlées en Ontario indépendamment du payeur, ce qu'on appelle le Narcotic Monitoring System. Et tous ces projets ont une contribution d'un comité consultatif communautaire. Donc, on commence ici. Ça a été publié en Addiction en juillet 2021. Et si vous vous souvenez, en 2021, la ligne directrice pour les troubles liés à l'usage des opioïdes recommandait que la buprenorphine ligne, mais on voyait dans la clinique qu'on avait beaucoup de troubles à retenir les patients utilisant le fentanyl avec la buprenorphine.
Donc, cet article, l'objectif ici était de caractériser les risques et les avantages comparatifs de la méthadone par rapport à la buprenorphine dans une cohorte contemporaine où l'approvisionnement en drogue non régulée est dominé par la fentanyl. Donc, c'est comme une simulation d'un essai clinique utilisant un propensity matched cohort. Donc, oui, on a vu que la buprenorphine par à la méthadone était associée avec un risque d'interruption du traitement au cours de la première année et que le temps médian avant l'interruption de buprenorphine était 104 jours contre 265 jours pour la méthadone. Donc, les personnes la rétention était beaucoup meilleure avec la méthadone que la buprenorphine. Et ici, la buprenorphine par rapport à la méthadone était associée avec un risque plus faible de surdose, particulièrement au cours des 30 premiers jours de traitement. Donc, la méthadone retient les patients en traitement, mais on a un risque élevé de mortalité dans les 30 premiers jours de traitement. Cet article a été publié en JAMA Network Open. Là, on s'intéressait à la discontinuation de la buprenorphine. Donc, vous savez que les clients demandent souvent l'arrêt du traitement et c'est à cause des exigences strictes du programme. Ne pas vouloir prendre un médicament qui est stigmatisé et aussi à cause des effets secondaires des médicaments ou du coût. Donc, mais il y a beaucoup de stratégies possibles pour la discontinuation de la buprenorphine. On peut le faire rapidement, on peut avoir beaucoup de temps entre les réductions de la dose. Donc, ici, l'objectif était de comprendre quelles caractéristiques du sevrage sont associées au retour de l'usage d'opioïdes dans les 18 mois suivant l'arrêt du traitement. Et on avait utilisé des modélisations de régression de Cox multivariables. Donc, on a vu qu'au cours de la période de suivi de 18 mois, de 66% des individus ont présenté au moins une mesure de résultat. C'est qu'ils ont eu une surdose, une réintégration à la TAO ou un retour à l'utilisation des opioïdes après l'arrêt de la buprenorphine. Donc, le message ici est que il y a de grands risques de discontinuer la buprenorphine. Il y a un risque très élevé de retourner à le traitement ou à avoir une surdose. Donc, on recommande que les personnes n'arrêtent pas la buprenorphine, mais s'ils veulent arrêter la buprenorphine, on peut utiliser ces données. Donc, ici, les variables sont des caractéristiques de la discontinuation et de outcome et surdose. Donc, on voit si on commence la discontinuation après au moins 1 an, on a un risque plus faible de surdose. Si on fait une discontinuation moins vite, de seulement 2 mg au moins par mois, comparé à une vitesse plus vite, on a moins de risque de surdose. Et ici, ça décrit combien de temps on prend entre les réductions de dose. Donc, si on a plus de temps entre les réductions, on a moins de risque de surdose. Et la durée totale de la discontinuation n'était pas associée significativement aux surdoses. Donc, on voit que la recommandation qui est dans la ligne directrice est pour une discontinuation. Si le patient veut discontinuer, on discontinue lentement. Cet article a été publié en JAMA en 2022 et là, on a pris l'opportunité d'examiner l'association des lignes directrices qui étaient en place lors du COVID pour des doses à emporter. Et l'objectif ici était d'évaluer si l'augmentation des doses de la TAO à emporter
au début de la pandémie de COVID-19 étaient associés à la rétention et au traitement du traitement et aux surdoses. Donc, ça c'est, ici, je décris les méthodes de l'étude. J'ai décrit ici seulement la méthadone, mais on a fait la même chose avec la buprenorphine. Donc, on a pris les personnes qui étaient traitées avec la méthadone. On a regardé avant l'initiation du ligne directrice s'ils étaient daily dispense, s'ils allaient chaque jour aux pharmacies ou non. Et s'ils allaient aux pharmacies chaque jour, on a regardé alors dans le mois après la ligne directrice, s'ils ont reçu au moins un dose à emporter à la maison ou s'ils remainent sur daily dispense, ils n'étaient pas exposés. Et la même chose ici, on a pris les personnes qui au début avaient 5 ou 6 doses à emporter. S'ils étaient exposés, ils ont reçu au moins comme 2 semaines de doses à emporter et unexposed ont continué à recevoir 5 ou 6 doses à emporter. Donc ici, encore une fois, je présente seulement les résultats associés à la méthadone. Donc ici, les personnes qui au début ont reçu daily dispense, on voit que vis-à-vis de la surdose, on a un effet protégeant d'avoir plus de doses à emporter. Aussi, la discontinuation et l'interruption de la thérapie étaient plus favorisées à plus de doses à emporter. Parmi ceux qui recevaient 5 ou 6 doses à emporter au début de la pandémie et ensuite ont reçu jusqu'à 2 semaines de doses à emporter, on voit aussi des résultats significatifs ici en réduction de discontinuation et réduction d'interruption. Et vous voyez dans les 2 cas ici que il n'y a pas une différence significative en surdose. Donc, on conclut qu'en Ontario, pendant la pandémie, la distribution de plus de doses de TAO à emporter a été associée avec moins d'interruptions et d'arrêts de traitement chez certains sous-groupes de patients recevant la TAO et aucune augmentation statistiquement significative des surdoses liées aux opioïdes pendant les 6 mois suivant la ligne directrice. J'espère que ça a été clair. Et finalement, cette étude est couramment under review, alors ce n'est pas publié, mais c'est une étude que j'ai faite avec des données administratives en Colombie-Britannique. Ici, on voulait décrire les tendances contemporaines de l'induction de buprenorphine en Colombie-Britannique. Et explorer les facteurs associés à la micro-induction de buprenorphine. Et c'est la première fois qu'on utilise les données administratives pour essayer de capturer les inductions microdoses. Alors, c'est un peu méthodologiquement, c'est difficile de faire ça. Oui, mais on croit qu'on a fait de bonnes matières. Donc, je vous présente les résultats. Donc, la proportion des premiers épisodes de buprenorphine classés comme micro-induction est passée de 0,3% en 2016 jusqu'à 21% en 2019. Donc, on a vu une grande augmentation de cette pratique clinique en Colombie-Britannique et les facteurs qui étaient positivement associés avec la micro-induction incluent l'âge avancé, être en Vancouver Coastal ou Fraser Health Authorities, avoir une histoire de morphine orale à libération prolongée ou avoir une histoire de 1 ou 2 épisodes de TAO. Alors, si je peux... alors, on pense que si on est dans une région où on a plus d'expertise en toxicomanie, qu'on est plus... favoriser à avoir cette approche. Et si on a de l'expérience en traitement, qu'on est aussi favorisé à avoir cette approche. Et intéressamment, le trouble lié à l'usage de l'alcool, l'usage des drogues par injection et avoir été incarcéré
au cours de l'année dernière étaient négativement associés avec la micro-induction. Donc, je crois qu'on voit que les facteurs qui compliquent les vies des patients peut-être qui ont d'autres priorités. Vous savez que quand on fait une micro-induction, c'est comme 2 semaines, c'est des doses différentes chaque journée. En intérieur, on utilise des booster packs, donc c'est pas pour les patients qui ont d'autres choses à faire. C'est assez difficile, alors on croit que c'est pour ça qu'on a vu ces résultats. Donc, pour résumer, la méthadone retient mieux les personnes en traitement par rapport à la buprenorphine à l'ère du fentanyl. Pour discontinuer la buprenorphine, utiliser une réduction progressive et graduelle après au moins 1 an de traitement. La distribution de plus de doses de méthadone à emporter a été associée avec moins d'interruptions et arrêt du traitement. Et l'utilisation de la micro-induction est en augmentation et les marqueurs de l'expérience de traitement étaient positivement associés à la réception de la micro-induction. Donc, les études que j'ai présentées sont une approche basée sur un système de santé apprenant qui nous permet de répondre rapidement à des questions cliniques et des questions qui peuvent être difficiles à traiter dans le cadre d'un essai clinique en raison de coûts ou de faisabilité. Donc, en utilisant cette méthode, on a vu des résultats très vite qui ont beaucoup de relevance pour le travail clinique. Et c'est particulièrement important dans un contexte où l'approvisionnement de drogues non régulées, la politique sur les drogues et la pratique clinique évoluent rapidement. Je parle maintenant brièvement de l'échange de connaissances. Donc, je m'intéresse beaucoup à faire l'échange de connaissances. Je fais beaucoup de webinars et résumés de recherche et je parle beaucoup avec les décideurs. Je m'implique aussi beaucoup à la formation des médecins de famille et dans le développement professionnel continu pour les médecins de famille. Je suis directeur de plusieurs cours qui enseignent la TAO à les médecins de famille. Et comme je vous ai montré, les résultats se sont trouvés dans plusieurs lignes directrices. Donc, je crois qu'il y a un grand impact de cette recherche. Mes orientations futures, je veux évaluer la sécurité et l'efficacité des pratiques émergentes de la TAO dans le contexte du fentanyl, comparer l'induction par micro-induction à l'induction traditionnelle et décrire des modèles d'arrêt de la buprenorphine à libération prolongée et à les réductions terminales en utilisant la buprenorphine à libération prolongée. Et je crois que je peux collaborer avec les personnes qui ont des données observationnelles et les données administratives pour faire ce travail. Je m'intéresse aussi beaucoup aux essais cliniques pour évaluer prospectivement les pratiques émergentes. Donc, beaucoup d'opportunités pour collaborer avec ICRIS ici. Et je prévois aussi de grandes collaborations en pédagogie médicale, la formation des médecins de famille. Et je m'intéresse aux recherches communautaires et avec les collaborateurs qui ont de l'expertise en partenariat avec des patients. Donc, mon vision, c'est pour un programme de recherche centré sur les marges, rien pour nous sans nous, qui pose des questions pertinentes pour les communautés, qui est méthodologiquement diversifié, parce que c'est là qu'on peut collaborer avec des scientifiques, des étudiants divers, qui utilise une approche basée sur un système de santé apprenant, qui est collaboratif, qui implique des personnes ayant une expérience vécue, des stagiaires, des décideurs et des cliniciens, qui favorise les liens avec la médecine de famille et les équipes interdisciplinaires et qui a un engagement vers l'échange de connaissances.